soit tu as de la charge externe et tu as une production de puissance, soit tu l'as fait avec l'accélération et du coup tu peux avoir les mêmes puissances, quoi. Mais tu peux être ouais, quasiment au même endroit sur la relation force-vitesse. Ouais, donc en fait, l'idée à la base de ce type d'entraînement, c'était de faire contraste entre un squat chargé, lourd, et un saut, en se Mm. disant je vais faire lourd-léger, un peu en gros, qui est une méthode assez connue, et alors qu'en fait, en termes de production de puissance, c'est à peu près dans le même secteur. Mais ouais, donc il y a plusieurs choses, tu vois. Squat jump, c'est pas de la plio, parce que pour le coup, un squat jump, tu commences enfin, tu tiens en isométrie, tu tiens statiquement une position dans laquelle tu te sens à l'aise pour un peu accroupi pour justement faire un saut le plus haut possible. Contre-mouvement jump, c'est la même chose, mais tu as un contre-mouvement. Donc là, tu bénéficies pour le coup d'un cycle étirement-raccourcissement, mais on n'est pas sur de la plio parce que un contre-mouvement jump, quand bien même tu en enchaînes plusieurs d'affilée, vu que c'est cette notion de contre-mouvement et qui est assez profond puisque tu vas Mm. beaucoup fléchir les genoux et les hanches, bah tu passes trop de temps au sol. Donc en fait, tu vas avoir peu de réflexes myotatiques, tu auras un cycle étirement raccourcissement. D'ailleurs, c'est ce que disait Vorkjanski, c'est que euh, tous les mouvements pliométriques impliquent un cycle étirement raccourcissement, mais tous les mouvements qui impliquent ce cycle ne sont pas nécessairement pliométriques. Euh, et donc le contre-mouvement de jump, on peut pas vraiment dire que c'est pliométrique. Ça veut pas dire que c'est des mouvements qui servent à rien, on y reviendra après, parce que c'est des choses qui peuvent servir. D'ailleurs, toi, je sais que tu Moi, je, t'en sers pas mal, je fais le massacre, ouais. ouais, tu Mais évalues et tu il y a t'en des, sers pas ouais, mal. il y a des raisons, mais oui. On pourra y revenir. Et après, les box jump, donc là, pareil, c'est pas de la plio. Et j'avais noté aussi les changements de direction à 180 degrés. Par exemple, t'es sur je sais pas, moi, t'es en foot ou t'es sur le terrain, tu dois être amené, t'es en plein sprint, tu dois être amené à changer à 180 degrés de direction, à aller complètement dans l'autre sens. J'ai pris volontairement l'exemple d'un changement de direction à 180 degrés où tu fais demi-tour parce que si tu dois faire demi-tour, tu vas devoir beaucoup plus te freiner et te mettre en appui sur ta jambe pour après repartir de l'autre côté. Alors que si c'est un changement de direction, je sais pas, à 30 degrés sur la gauche ou à droite, etc., là, tu as beaucoup moins besoin de fléchir et tu peux passer beaucoup moins de temps de contact au sol. Et là, ce sera peut-être un peu plus pliométrique. Mais sur un changement de direction plus grand, on sera plus sur une action excentrique où j'absorbe puis Mm. concentrique. Ce qui veut pas dire que tu n'auras pas du retour, entre guillemets, sur investissement d'intégrer des modalités de pliométrie pour justement améliorer les qualités dans ton changement de direction. Ce qu'on veut dire, c'est que euh, par pure définition, c'est pas de la pliométrie. C'est pas le squat jump, le CMJ, etc. sont pas des modalités de pliométrie, mais ça veut pas dire que si tu n'utilises pas d'autres modalités de pliométrie, tu n'auras pas un transfert sur ton mouvement, que ce soit sportif ou quoi. Ouais, Donc ça c'est important. Et oui, par rapport au squat jump et au contre-mouvement jump, moi je l'utilise énormément. Mais c'est pas de la plio. C'est pas de la plio. Mais encore une fois, des fois tu pourrais te dire, bah, à partir de l'analyse, et on en reviendra juste après, mais de l'activité, moi mon athlète, je peux utiliser la pliométrie comme modalité d'entraînement avec des temps de contact au sol, etc. Mais je sais que la spécificité de mon activité ne demande pas au final de la pliométrie. Donc après, on pourrait se dire, bah, au final, le squat jump et le CMJ, ça peut être des outils intéressants. Surtout que l'avantage, c'est que bah, c'est assez facile à mettre en place, c'est bien reproductible, c'est précis. Du coup, bah, tu sais que tu peux avoir une donnée que tu peux observer sur le très long terme et avoir une forme de ton athlète ou une cinétique un peu. Donc, encore une fois, c'est pas de la pliométrie, mais c'est des outils qui peuvent être intéressants. ouais, le squat jump, par exemple, ça va te permettre de mesurer la puissance musculaire concentrique, quoi. On va dire, Ouais, c'est c'est ça, purement ouais. ta capacité concentrique. Mais oui, oui, après, encore une fois, par rapport à l'analyse, là, tu vois, j'ai un, un skieur qui fait du ski alpinisme, donc quelque chose qui est très, très orienté production de concentrique, Hmm, comme le vélo au final, tu vois. bah ouais. Et tu pourrais te dire, bah là, pour le coup, ça a son intérêt. Alors, c'est pas de la plio, mais tu peux le tester et voir, en fait, les capacités de production maximale de ton athlète. Et tu peux même faire ça, par exemple, sur fatigue, pour répliquer encore plus la spécificité. Donc, c'est des outils qui sont quand même intéressants, mais qui relèvent pas au final de la pliométrie. Ouais, surtout que, bon, là, sans partir dans une analyse, en ski, si je me trompe pas, d'une Ouais. Là, manière. c'est de la montée, ouais. C'est en montée, ouais. Après, voilà, il y a plusieurs Ouais, sous-disciplines dans le ski, mais d'une manière générale, je veux dire, c'est pas comme un sport de locomotion où ouais, tu bien cours, sûr. etc. Donc là, la notion purement pliométrique avec un temps de contact au sol qui est court, etc., elle est moins vraie, dans le ski, tout comme Hmm.
Dès en qu'il y a de cyclisme, tu vois. ouais, dès qu'il y a de la locomotion, enfin, je crois les temps de contact chez par exemple des marathoniens de haut niveau type Kipchoge, je crois que doit être 200 millisecondes au sol. Donc là, on est sûr quand même de la pliométrie et là, ok, là on peut parler de Là, pliométrie. c'est Mais important. Ouais. ouais, là c'est important. Mais après, il y a plein d'autres disciplines, je pense, où c'est pas le geste n'est pas pliométrique par nature, quoi. Ouais. Donc, tu vois, par rapport à. Parce que moi, j'avais fait un post justement là-dessus et on m'avait posé la question justement, bah ouais, mais du coup, c'est quoi la pliométrie? Donc, je pense que tu as une définition un petit peu plus claire de comment on définit la pliométrie. Maintenant, voilà, il faut faire la différence entre un cycle étirement-raccourcissement et de la pliométrie. Je sais que il y avait une étude, je saurais plus te dire, j'ai plus la référence exactement, mais en fait, ils avaient, là, c'était au bench press pour le coup, c'était un développé couché, et ils regardaient l'influence du temps de pause en bas, quand tu fais une pause en bas de ton développé couché. Euh, à quel point, enfin la restitution d'énergie élastique, tu vois. Et en fait, je crois jusqu'à 4 secondes de pause en bas, tu continues de restituer de l'énergie en fait. Ok, intéressant. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu as toujours un cycle étirement-raccourcissement. Après, ça va dépendre des mouvements, ça doit dépendre probablement de la morpho-anatomie, c'est des leviers, enfin, bon, voilà, Ouais. de la biomécanique. Mais en tout cas, dans ce papier-là, c'était intéressant parce que tu pouvais avoir jusqu'à 4 secondes de pause et tu continuais, enfin, au-delà de 4 secondes, tu restituais plus et là, tu étais purement sur une production après concentrique musculaire. Mais Balistique, en fait. voilà, c'est-à-dire que tu sais que souvent, moi, je faisais ça en EMOM à un moment et ça se fait pas mal. Tu fais des squats pause par exemple, squat pause en bas. Au final, bon, souvent la pause elle est assez courte quand même parce que tu sais, quand ça commence à être dur, tu te dis je fais une pause, mais la pause elle dure une demi-seconde, une seconde. Mais si tu fais même une vraie pause de 2 secondes, dans tous les cas, tu auras stocké de l'énergie élastique dans le tendon patellaire, dans les quadrilles, tout ça, enfin bref, et tu vas restituer en remontant. Donc ça, il y aura, à moins de faire une pause vraiment longue et d'être sur un mouvement purement concentrique, il y aura un cycle étirement-raccourcissement, mais la pliométrie, c'est vraiment à différencier. C'est quelque chose qui est très rapide sur le couplage excentrique-concentrique. Et en tout cas, quand on parle de pliométrie sur le bas du corps, sur le temps de contact au sol, parce que c'est ce qui va faire intervenir des mécanismes réflexes. Le réflexe myotatique, et pareil, plus le temps de couplage et le temps de contact au sol va être court, plus justement le stockage et la restitution d'énergie élastique va être efficace aussi. Voilà, parce que plus tu attends dans la portion isométrique en bas, plus tu perds en fait cette énergie élastique sous forme de chaleur, et donc ça vient pas créer cette potentiation de ton mouvement. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre parce que du coup, ça permet de porter une analyse différente sur plein de mouvements. Et c'est vrai, quand on parle d'entraînement pliométrique où on voit des séries de 10 contre-mouvements jump, bon bah, on se prépare pas vraiment aux contraintes qu'on peut retrouver sur le terrain. Sauf si t'es en basket, tu vois. T'es en basket ou t'es en volley, et là, pour le coup, t'as des mouvements qui mimiquent vraiment le contre-mouvement jump. Mais Et il y a encore. Et encore. Et encore, parce que généralement, c'est des espèces de sauts avec de l'approche, là, les approches jump un peu, là. Et au final, tu t'observes que c'est pas très compliant, quoi. Donc, c'est pas très, c'est très raide, en fait. Ils ont peu de flexion de genou et les temps de contact sont quand même assez courts.